Avant même que le premier but ne fasse trembler les filets, cette Coupe du Monde baignait déjà dans la politique. Avant le premier coup de sifflet, avant le premier corner, avant même qu'une seule équipe ne s'échauffe sous les projecteurs du stade, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 faisait déjà la une pour tout, sauf pour le football. Et ce n'est pas un hasard. C'est une décennie de décisions qui rattrape le sport d'un seul coup. Commençons par le chiffre dont presque personne ne semble vouloir parler franchement. 860 et 11 millions de dollars. C'est la dotation annoncée par la FIFA pour ce tournoi. Ce n'est pas un budget sportif, ce n'est pas un contrat de diffusion. C'est la somme posée sur la table dans une compétition qui, il y a seulement 11 ans, se trouvait au cœur de la plus vaste procédure pour corruption de l'histoire du sport organisé. La même organisation. Un autre visage à sa tête. Et un chiffre qui dit exactement ce qu'est devenue la FIFA, car voilà ce qui rend 2026 différent de toutes les Coupes du Monde précédentes. Celle-ci se joue aux États-Unis. Et les États-Unis sont le pays qui, en 2015, a envoyé des agents fédéraux dans un hôtel de Zurich, arrêté 9 responsables de la FIFA avant le petit déjeuner et lancé une enquête pénale qui allait aboutir à des dizaines de condamnations, à plus de 150 millions de dollars de pots de vin retracés et à la démission de Sepp Blatter. Le pays qui avait un jour traité la FIFA comme une entreprise criminelle est désormais celui qui organise la fête. Et l'homme chargé de cette fête a pris soin de faire en sorte que tous les puissants soient invités et bien installés. Gianni Infantino préside la FIFA depuis 2016. Et si la corruption de Sepp Blatter était de celle que l'on pouvait suivre à travers des virements bancaires et des enveloppes remises en main propre, le modèle d'Infantino est autre chose. Il est légal, il est délibéré. Et il est conçu de telle manière qu'aucun moment isolé ne ressemble à un crime, alors que l'ensemble compose une image que personne n'aurait osé proposer une génération plus tôt. Il a élargi la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes, malgré l'opposition d'entraîneurs comme Pep Guardiola et Jürgen Klopp, qui l'ont qualifié de pire idée du football. Il a créé FIFA Marketplace, une plateforme officielle de revente de billets sans plafond de prix, où la FIFA prélève 30% sur chaque transaction. Il a déplacé le produit vers le pays capable de payer le plus cher et a appelé cela de la croissance. Les prix des billets pour cette Coupe du Monde ont augmenté de 588% par rapport au Qatar, il y a 4 ans. Le modèle d'accessibilité cité publiquement par Infantino lors de la Milken Institute Global Conference à Beverly Hills en mai de cette année était la NFL. Pas Lagos, pas le Caire, pas Sao Paulo, la NFL. Mais ce n'est pas cela qui a fait la une. Ce qui a fait la une, c'est le prix de la paix. Le 5 décembre dernier, lors du tirage au sort du tournoi, Gianni Infantino est monté sur scène et a remis à Donald Trump quelque chose appelé le prix de la paix de la FIFA. Une récompense créée spécialement, pensée, autant qu'on pouvait le comprendre, comme une consolation après que Trump n'a pas obtenu le prix Nobel de la paix, qu'il estimait publiquement mérité. Infantino était assis sur cette scène avec une casquette rouge MAGA. Les propres statuts de la FIFA imposent la neutralité politique. L'interprétation qu'en fait Infantino semble manifestement assez souple. Et 4 jours seulement après la remise du prix, le département américain de la justice a discrètement demandé l'abandon de la dernière affaire de corruption liée à la FIFA, encore en cours devant les tribunaux fédéraux. Cette affaire concernait Hernan Lopez, ancien dirigeant de Fox Sports, et le groupe argentin Fullplay. Les procureurs l'avaient reconstruite pendant 10 ans. En juillet de l'année précédente, ils avaient remporté une victoire importante en appel, confirmant leur pouvoir de poursuivre des faits de corruption commerciale étrangère commis sur le sol américain. Puis, lorsque les accusés ont demandé un examen par la Cour suprême, le département de la justice a totalement changé de cap. Il a abandonné à la fois le dossier et le précédent juridique qu'il venait de gagner. En mai de cette année, un juge fédéral de Brooklyn a officiellement rejeté les mises en accusation. L'administration Trump a expliqué au tribunal que poursuivre l'affaire ne servait plus les intérêts de la justice. Aucune explication supplémentaire n'a été donnée. Bloomberg a rapporté l'abandon. Le New York Times l'a rapporté aussi. Le moment choisi a été relevé, publiquement et bruyamment, par des avocats et des journalistes qui couvraient le FIFA-Gate depuis des années. Et la FIFA n'a rien dit. Ce que la FIFA a fait, en revanche, c'est veiller à ce que sa relation avec la Maison-Blanche reste entretenue et visible. Le New York Times a rapporté en juin qu'Infantino s'était rendu à Mar-a-Lago, avait assisté à la première du documentaire consacré à Melania Trump et avait constamment soutenu Trump pendant des périodes de baisse de popularité et de turbulences politiques.
D'anciens responsables gouvernementaux ont confié au Times qu'Infantino avait eu du mal à établir une relation avec l'administration Biden, mais avait trouvé en Trump un partenaire volontaire, qui l'appellerait, selon les informations publiées, le roi du football. Il y a 10 ans, des dirigeants de la FIFA craignaient de poser le pied aux États-Unis. Aujourd'hui, Infantino est un habitué du bureau ovale. Cette relation a eu des conséquences concrètes sur le déroulement du tournoi. En juin, Omar Abdulkadir Artan, un arbitre somalien qui disposait d'un visa valable et d'une désignation confirmée pour officier lors de matchs de cette Coupe du Monde, s'est vu refuser l'entrée à la frontière américaine. Le gouvernement des États-Unis a indiqué à la FIFA que cette décision reposait sur ses liens avec des membres présumés d'organisations terroristes. Aucune preuve n'a été rendue publique. La FIFA n'a pas contesté la décision. Le comité éditorial du Monde a souligné avec insistance que la FIFA semblait avoir oublié que la Coupe du Monde était aussi co-organisée par le Mexique et le Canada, deux pays qui ont subi les menaces et les pressions de cette même administration. Le silence de la FIFA sur le cas de cet arbitre en a dit plus long que n'importe quel communiqué. Et puis, il y a la question des visas, qui empoisonnent discrètement l'atmosphère autour du tournoi depuis des mois. Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 50 ans. Ses supporters ne peuvent pas entrer dans le pays pour l'avoir joué. La politique américaine des visas sous l'administration actuelle a rendu l'entrée pratiquement impossible pour des centaines de milliers de fans venus de certaines régions et de certains pays. Les prix des hôtels dans les villes hôtes ont chuté d'environ un tiers, parce que la foule internationale attendue n'a pas pu se matérialiser. Infantino a déclaré publiquement que toute équipe qualifiée devait avoir accès aux pays hôtes, faute de quoi il n'y avait pas de Coupe du Monde. L'administration Trump a répondu par une lettre affirmant que Trump était convaincu que tous les athlètes et officiels éligibles pourraient entrer sans discrimination. L'équipe iranienne a obtenu ses visas après une intervention diplomatique distincte. Trump a écrit sur Truth Social que, même si l'équipe iranienne était la bienvenue pour participer, il ne pensait pas qu'il soit approprié qu'elle se trouve là pour sa propre vie et sa sécurité. La FIFA a jugé cette réponse satisfaisante. Et derrière tout cela plane l'Arabie saoudite comme une question suspendue au-dessus de tout le tournoi que personne ne veut formuler à voix haute. Infantino a attribué la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie saoudite lors d'un congrès de la FIFA organisé en décembre dernier. La décision a été prise sans appel d'offres concurrentielles. Des critiques, des organisations de défense des droits humains et des journalistes sportifs avaient alors documenté leurs inquiétudes. Le bilan en matière de droits humains, le traitement des travailleurs migrants, la criminalisation des relations entre personnes de même sexe. Infantino a défendu publiquement cette décision, défendu dans le même souffle sa relation avec l'administration Trump, puis il est passé à autre chose. C'était le scénario du Qatar 2022, presque mot pour mot, appliqué à un pays avec encore plus d'argent et encore moins de résistance internationale. 2 Coupes du Monde consécutives, 2018 et 2022, ont été attribuées par des procédures que les autorités suisses et américaines ont ensuite décrites comme corrompues. La question de savoir si la décision de 2034 a suivi d'autres critères n'a reçu aucune réponse satisfaisante. C'est dans ce monde que se joue le football. Et maintenant, après tout cela, les matchs ont commencé. Et ce que le football nous a raconté d'étrange au premier tour, c'est que presque personne ne ressemble à ce qu'il était censé être. Les équipes que l'on aurait inscrites parmi les favorites il y a un mois ont paru vulnérables ou dépendantes d'un ou deux joueurs. Celles que personne n'attendait sont sorties en frappant fort. Et une poignée de poids lourds ont été aussi terrifiants qu'annoncés. Voici donc les 11 questions qui vont décider ce tournoi. Parce que c'est dans leur réponse de Svebelons que se trouve réellement le trophée. Avant que quiconque ne panique à cause d'un faux pas initial, rappelons ce que dit l'histoire. L'Argentine a perdu son premier match en 2022, avant de remporter tout le tournoi. L'Espagne a perdu son entrée en lice en 2010 et soulevé le trophée quelques semaines plus tard. Presque chaque champion traverse un moment qui rend ses supporters nerveux. Un seul tour reste un échantillon minuscule. Mais il suffit à voir les lignes narratives se former. Le nouveau courage de l'Angleterre survivra-t-il aux matchs à élimination directe, car quelque chose a vraiment changé dans cette victoire 4-2 contre la Croatie. Pendant des années, sous Gareth Southgate, le réflexe anglais, dès qu'une avance était prise, consistait à reculer, à défendre bas, à protéger le score et à inviter des adversaires plus faibles à revenir dans le match. Des résultats honorables, un football pénible, du talent laissé en friche.
Avec Thomas Tuchel, le message était inverse. Harry Kane a raconté que l'entraîneur leur avait demandé à la mi-temps de se libérer. Quel est le pire qui puisse arriver ? Montrer au monde ce que nous pouvons être. Et ils l'ont fait. Après avoir produit à peine un demi-but attendu lors des 45 premières minutes, l'Angleterre en a généré près de 2 en seconde période, déchirant la Croatie en transition. Sur cette base, l'Angleterre fait partie des 3 ou 4 favorites légitimes pour remporter le tournoi. La seule question est de savoir si ce courage tiendra quand l'enjeu montera, car dans les matchs couperés, l'ancien réflexe de se rétracter n'est jamais loin. Le milieu agressif des États-Unis peut-il survivre face à un vrai adversaire, la démolition du Paraguay ? 4 buts à 1 a été l'une des prestations les plus complètes de tout le premier tour, et elle a semblé vraiment nouvelle pour une équipe entourée depuis 2 ans par un nuage de doutes. Pochettino a placé ses joueurs axiaux très haut, leur a demandé d'attaquer la profondeur et les a fait presser sans relâche. Contre le Paraguay, tout a fonctionné. Ce milieu Adams, McKenna et Tillman repose sur l'énergie et la récupération du ballon, pas sur le contrôle. C'est un pari à haut risque et à haut rendement. Quand le pressing fonctionne, les États-Unis créent des occasions sans devoir désorganiser une défense déjà en place. Quand il échoue, d'immenses espaces s'ouvrent entre le milieu et la ligne de 4, et les équipes d'élite savent exactement comment les exploiter. La vraie réponse ne viendra pas avant les matchs à élimination directe. Mais quand elle viendra vite. Le Portugal peut-il résoudre son énigme Ronaldo ? Après un match nul 1 partout contre le Congo, les projecteurs sont braqués sur Roberto Martinez. Les défenseurs de Ronaldo rappellent tous ses buts en qualification. Ces critiques montrent tout le reste. Le Portugal possède l'un des milieux les plus profonds et les plus doués techniquement de tout le tournoi. Et pourtant, sa possession donne trop souvent l'impression d'être conçue pour trouver Ronaldo plutôt que pour utiliser les talents qui l'entourent. Pour l'instant, il ne contribue pas à la construction. Il n'étire pas les défenses. Toute cette créativité au milieu se retrouve donc sans véritable cible vers l'avant. Martinez fait peut-être face à la décision la plus délicate de tous les sélectionneurs de cette compétition. Ronaldo est-il encore vraiment le meilleur avant-centre du Portugal ? Ou est-il devenu le titulaire intouchable le plus célèbre du sport ? Le laisser totalement dehors paraît presque impossible politiquement, vu ce qu'il représente pour le pays et pour la machine commerciale qui l'entoure. Mais confier la pointe à une option plus mobile comme Gonçalo Ramos pourrait ouvrir un tout autre Portugal. Le tournoi n'attendra pas que Martinez tranche confortablement. La Turquie peut-elle enfin rentabiliser son talent ? C'est l'un des scénarios les plus prévisible du football. La Turquie arrive comme le choix séduisant de l'outsider, puis disparaît en phase de groupe comme à l'Euro 2016 et à l'Euro 2021. Après sa défaite 2-0 contre l'Australie, ce fantôme est de retour dans la pièce, et elle devra peut-être battre le Paraguay simplement pour survivre. Le talent est réel, les failles aussi. Elle n'a pas su créer d'occasion nette face à une défense en place. Elle s'est exposée davantage à mesure que le retard grandissait. Sa carte de tir raconte tout. 16 de ses 30 tentatives sont venues de l'extérieur de la surface, ce qui explique pourquoi toute cette énergie n'a produit qu'environ 1,36 buts attendus. Arda Güler était censé devenir l'une des révélations de ce tournoi. Au lieu de cela, il a passé la soirée à tenter des frappes lointaines pleines d'espoir, sans résultat. Les tournois récompensent l'organisation et la discipline plus que les individualités talentueuses sans système. La Turquie n'a pas encore montré qu'elle possédait les premières. Yael Diamandé est-il la prochaine superstar mondiale ? Chaque Coupe du Monde en fabrique une. James Rodriguez en 2014, Mbappé en 2018. Un joueur prometteur arrive dans le tournoi presque inconnu hors de son pays et en repart connu de tous. Le premier favori de 2026 est un Ivoirien de 19 ans. Face à l'Équateur, l'une des défenses les mieux organisées du tournoi, Diamandé a été électrique. Il a exercé une pression constante, créé 5 occasions et éliminé 4 joueurs en 1 contre 1. Son prochain adversaire pourrait être la scène de son lancement mondial. L'Allemagne aime dominer la possession et presser haut, mais elle montre de vraies faiblesses face aux coureurs excentrés et à la vitesse directe dans le dos de la défense. C'est exactement le jeu de Diamandé. Chaque montée allemande devient une occasion d'isoler un défenseur face à l'un des attaquants les plus explosifs du tournoi. Si l'Équateur a été sa présentation, l'Allemagne pourrait être son couronnement. Hervé Renard a-t-il encore un morceau de magie mondiale dans cette légendaire chemise blanche ? Peu de sélectionneurs dans le football international portent une réputation comparable à celle du Français. L'homme derrière l'incroyable exploit de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine en 2022.
double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Il devait entraîner l'Arabie Saoudite dans ce tournoi jusqu'à son licenciement en avril. Et, dans l'une des histoires les plus étranges de toute la compétition, il a pris la Tunisie en main en plein tournoi. Si la Tunisie obtient un résultat contre le Japon ou les Pays-Bas, elle garde une voie vers les huitièmes. Reprendre une équipe au milieu d'une Coupe du Monde relève presque de l'impossible. Mais honnêtement, on aurait du mal à imaginer une vraie Coupe du Monde sans voir Renard surgir, chemise blanche impeccable comprise, pour faire quelque chose que personne ne croyait possible. Quelle France va se présenter ? Car au premier tour contre le Sénégal, l'un des co-favoris du tournoi a ressemblé à deux équipes totalement différentes. Pendant 45 minutes, ce fut le désordre, un tir, une attaque décousue, un 11 de superstars sans personne pour faire vivre le système. Pas de pressing, pas de structure. La France a laissé le Sénégal contrôler le ballon et multiplier les touches dans sa propre surface. Puis est venu un ajustement tactique qui a tout changé. Replacer Michael Olise dans l'axe a donné à la France le meneur de jeu qui lui manquait depuis des années. Il a servi Mbappé, créé 4 occasions en une seule mi-temps et montré précisément pourquoi il est devenu l'un des meilleurs joueurs offensifs de la planète. Alors quelle est la vraie France, celle de la première période, vulnérable et sans structure, ou celle de la seconde, écrasante ? Le plafond de cette équipe fait réellement peur. Mais ces 45 premières minutes ont rappelé que même autant de talents n'empêchent pas d'être dominés par une organisation supérieure. Nico Williams et Lamine Yamal seront-ils remis à temps pour sauver l'Espagne ? Il a fallu un alignement parfait pour que le Cap-Vert tienne l'Espagne en échec sur un nul sans but. Un gardien inspiré. Une soirée sans réussite des attaquants espagnols. Des occasions qui refusaient simplement d'entrer. L'Espagne a contrôlé le milieu exactement comme Luis de la Fuente le voulait. Le problème se situait dans le dernier tiers, où attaque après attaque s'est dissoute en passes inoffensives autour de la surface. C'est précisément là que Yamal et Williams deviennent indispensables. Ils font partie des très rares joueurs capables de créer un avantage uniquement par leur qualité individuelle. Le genre de choses qu'aucun système défensif ne peut effacer au tableau noir. Le souci, c'est que les deux reviennent de blessures et sont entrés comme remplaçants, tandis que l'Espagne a paru dangereusement inoffensive sans eux. Ils monteront en puissance. Mais les Coupes du Monde n'offrent pas toujours le luxe du temps, et la marge d'erreur espagnole se réduit vite si ces deux joueurs les plus explosifs courent encore après leur forme au moment des matchs à élimination directe. Cette équipe du Brésil a-t-elle seulement une identité ? Pendant l'essentiel de l'histoire moderne du football, on savait toujours ce que le Brésil cherchait à être. Une équipe irrésistiblement offensive, techniquement supérieure, mortelle en contre. Cette année, personne ne le sait. Carlo Ancelotti a hérité de talents d'élite, mais d'une profondeur d'effectif inférieure à celle à laquelle le Brésil est habitué. Après 90 minutes contre le Maroc, il est réellement difficile de dire s'il s'agit d'une équipe de possession, d'une équipe de transition construite pour libérer Vinicius Junior ou d'une formation de pressing. Le milieu de Casemiro a perdu trop de ballons en première période et exposé le Brésil au contre. Ancelotti l'a sorti à la pause, mais pas avant un carton jaune et 3 duels perdus en 1 contre 1. La théorie est simple, trouver Vinicius, trouver Rodrigo, les laisser cuisiner. Cela n'est presque jamais arrivé. Une part du mérite revient au Maroc, mais une plus grande part renvoie à un Brésil qui, après un match, ne sait toujours pas ce qu'il est. Et dans une Coupe du Monde, l'identité n'est pas optionnelle. Les équipes africaines vont-elles continuer à boxer au-dessus de leur catégorie, car le premier tour leur a appartenu d'une manière qu'on ne peut pas balayer comme un simple accident statistique. La Côte d'Ivoire a surpris l'Équateur avec Diamandé en vedette, le Cap-Vert a stupéfié l'Espagne, l'Égypte a tenu tête à la Belgique pendant 90 minutes, le Maroc a contenu le Brésil, le Congo a dominé le Portugal pendant de longues séquences, le Ghana a battu le Panama dans le temps additionnel. La Coupe d'Afrique des Nations s'est tenue 6 mois seulement avant ce tournoi, et ces équipes sont arrivées plus affûtées, plus cohérentes et plus aguerries que beaucoup de prétendues grandes nations qui avaient déménagé leurs joueurs et traversé des matchs amicaux sans enjeu. Peut-être que la continuité et le rythme compétitif d'une expérience récente en tournoi comptent plus que l'écart brut de talent ne le suggérait traditionnellement. Quoi qu'il en soit, au premier tour, elles ont rendu ce sport plus intéressant qu'il n'avait le droit de l'être. Et puis, il y a la question qui ne vieillit jamais. Comment Lionel Messi continue-t-il à faire ça ? Il a déjà vaincu ce sport. Il n'a plus rien à prouver, il a tout gagné. Et pourtant, lors du match d'ouverture de ce qui sera presque certainement sa dernière Coupe du Monde, à 38 ans, il a inscrit un triplé contre l'Algérie. 2 de ses buts sont venus d'erreurs du gardien.
Mais il est désormais à égalité au sommet du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. C'était son tout premier triplé dans un mondial. Il est devenu le seul joueur de MLS à marquer 3 buts dans un match de Coupe du Monde. Après 16 minutes, l'Argentine n'était même pas entrée dans la surface algérienne. L'attaque semblait déconnectée. Puis Messi a frappé à environ 25 mètres et a effacé tous les doutes d'un seul mouvement de son pied gauche. Voilà le paradoxe de cette Argentine. Elle dépend peut-être plus de lui aujourd'hui qu'au Qatar il y a 4 ans. L'effectif a vieilli. La profondeur du groupe s'est amincie. Mais elle n'a plus besoin de 90 minutes de génie de sa part. Elle a seulement besoin d'un moment décisif de temps en temps. Et l'histoire de la carrière de cet homme rend très difficile de parier contre le fait qu'il produira exactement cela. Voilà où en est le tournoi après le premier tour. L'Angleterre paraît libérée, les États-Unis paraissent dangereux, le Portugal paraît bloqué, la France ressemble à un tirage à pile ou face. L'Espagne semble fragile sans ses 2 attaquants les plus importants. Le Brésil paraît perdu. L'Afrique semble réellement sans peur. Et Messi paraît, contre toute probabilité et presque contre toute logique, capable de le faire une fois encore. 11 questions après un tour, et la réponse honnête, c'est que presque aucune n'est réglée. Mais c'est précisément ce qui rend la prochaine phase du tournoi incontournable. C'est le moment où les équipes cessent de chercher une identité et commencent à en montrer une, où les questions trouvent vite leur réponse ou n'en trouvent pas du tout. Et où la politique, le football, l'argent et l'histoire se percutent d'une manière qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Et aussi inconfortable qu'a été l'histoire autour de ce tournoi. Les affaires de corruption abandonnées, les accords politiques déguisés en diplomatie, les supporters privés de visa, l'arbitre refoulé à la frontière, le prix de la paix remis à un président en exercice par l'homme qui dirige ce sport, le football lui-même a rappelé au premier tour pourquoi il compte encore. Parce qu'aucune de ces décisions ne se prend sur la pelouse. Et la pelouse, pour l'instant, appartient aux joueurs.